Vous écoutez le 158e épisode des Technos, le podcast qui n'a jamais froid. C'est vrai qu'on a l'impression que l'actualité se résume à la météo ces temps-ci. Mais non, il y a des choses à dire aussi côté technologie. Et c'est ce que nous allons faire comme chaque semaine d'ailleurs avec les technos. Cette fois-ci, une fois de plus, je serais tenté de dire, ce sont les to-be. C'est-à-dire Bernard et Bianca. Bruno. C'est Bianca. Sans les cheveux. Benoît, salut Benoît. Salut. On va traiter ensemble un peu à notre manière, comme toujours d'ailleurs, l'actualité technologique de la semaine, telle que ces deux gaillards l'ont perçue. Donc effectivement, on ne parlera pas de tout, on n'ira pas dans le détail non plus, ça, soyons très clairs là-dessus. On va parler de technologie à la bonne franquette et au rythme, entre guillemets, de notre abécédaire classique. On ne passera pas par le courrier des auditeurs, vous étiez nombreux, une fois de plus, à nous écrire pour nous remercier, pour nous féliciter, etc. Donc ça fait un petit peu... À un moment donné, c'est un petit peu redondant, ça nous fait plaisir, ceci dit. Et vos messages sont toujours les bienvenus. Je pense que quand il y avait des questions, on y a répondu en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas, toujours si vous avez des questions à nous poser sur les sujets dont on parle ici ou d'autres, pourquoi pas, n'hésitez pas à les poster en commentaire, que ce soit sur lestechno.be ou sur notre chaîne YouTube, bien entendu. Notre abécédaire commence avec la lettre A comme... Amazon, Benoît, qui rachète une sonnette. J'ai envie de dire ça comme ça, c'est ça, Ils ont acheté une petite sonnette. Je ne sais pas s'ils l'ont fait livrer par Prime, mais voilà, ils ont... Ring, c'est une start-up, mais qui a 3-4 ans maintenant, 5 ans, qui fabrique des sonnettes intelligentes. Et donc, l'idée, c'est que tu as une sonnette avec une petite caméra. Et quand on sonne, ça sonne sur ton smartphone et tu peux voir, sans avoir à te lever, qui est à la porte, lui parler. Alors, ça n'ouvre pas la porte, ça te donne juste la visibilité. Et ça marche aussi quand tu n'es pas chez toi. Ah oui. Donc, par exemple, pour dire au livreur, non, mais je ne suis pas chez moi, mais déposer chez le voisin, etc. Et c'est évidemment ça qui semble intéresser Amazon, dont on comprend pour le moment qu'ils sont assez actifs dans l'Internet des objets et simplifier globalement tout ce qui est la livraison, recevoir les produits, s'assurer qu'on les a bien reçus. On avait parlé il n'y a pas très longtemps de leur système qui permettait d'ouvrir la porte, qui permettait à un livreur d'ouvrir la porte sans que tu sois là. Et là, c'est pas exactement la même idée, mais c'est dans le même type d'élément. Et alors, ils mettent aussi la main sur une boîte Ring qui est très très forte en matière de consommation d'énergie, parce que c'est ce genre de petits gadgets qui sont connectés à Internet et qui, en plus, ont une caméra, film, etc., ça peut être très gourmand en énergie. Oui. Et là, et donc, c'est un peu compliqué à installer. C'est-à-dire qu'il faut amener l'électricité et tout ça. Et la particularité de Ring, c'est de fonctionner sur des batteries rechargeables et donc d'avoir une gestion d'énergie qui est extrêmement efficace. Donc, la boîte a vraiment beaucoup travaillé sur ça. Voilà, donc ils s'achètent ils s'achètent une sonnette. Oui, mais pour quel prix ? Alors attends, je ne sais plus. Parce que je pense que c'est cher. On parle de quasiment 1 milliard, je pense. $1 milliard, oui. Oui, c'est ça. C'est la sonnette à $1 milliard, c'est quand même... Non, c'est la boîte. La sonnette n'est pas si chère que ça. On est bien d'accord. Mais on sent qu'il y a un véritable enjeu dans ce domaine-là par rapport justement aux livraisons à domicile, puisque beaucoup de gens travaillent quand même encore, ne travaillent pas toujours à domicile, et donc se faire livrer des choses chez soi, c'est des fois un petit peu compliqué. Tu as parlé de l'histoire du SaaS, entre guillemets, cette possibilité d'ouvrir la porte à distance qui émerge aussi. Cette semaine, et la semaine dernière, à Bruxelles, on avait un grand salon de la construction de maisons, etc., qui s'appelle Batibo. Donc ça parle de maisons, de rénovation, de construction, etc. Et il y avait quelques exposants qui proposaient des solutions du genre la boîte aux lettres à soufflet qui s'ouvre, qui a une plus grande contenance et qu'on peut ouvrir aussi un petit peu le principe de Ring à distance pour le facteur ou pour la personne qui vient livrer, pour qu'il puisse mettre un colis un peu plus grand quand même qu'une simple enveloppe dans une boîte aux lettres, des boîtes aux lettres à géométrie variable, on va dire ça comme ça. Voilà, il y a un véritable enjeu de ce côté-là. On sent que tout le monde se jette un petit peu sur ce type d'idée, et ça n'étonne personne, effectivement, comme on le disait, qu'Amazon aille chercher des gens qui sont déjà un petit peu dans le secteur et maîtrisent ces technologies, à voir ce qu'ils vont en faire dans l'avenir. On se doute bien que c'est pas juste pour en vendre sur Amazon Prime, c'est aussi pour s'en servir un minimum, à mon avis. Tu voulais rajouter un truc, peut-être? Juste parce que je connais quelqu'un qui en a une, et son propos était donc là, avant le rachat, qu'il avait acheté avant le rachat, et il me disait c'est bien, ça fonctionne comme une sonnette. Et c'est peut-être une blague, mais en même temps c'est une boutade, mais en même temps pas mal de ces gadgets sont
plutôt des gadgets. Oui. Et tu as beaucoup de trucs aujourd'hui d'objets connectés, mais qui fonctionnent moins bien que l'objet pas connecté. Oui. Et donc, voilà, il semble qu'ici, on est sur un produit qui est quand même qui est bien fini, quoi, qui est bien fait. Donc, ils rachètent pas, ils rachètent un produit qui a une vraie valeur, apparemment. Oui, c'est pas un vendeur de gadgets, c'est vraiment, il y a une réflexion, etc., sur le produit. On passe à la lettre B, Benoît, si tu veux bien, puisque c'est toi qui gardes le crachoir, pour parler de BioLite. De quoi s'agit-il? Alors, BioLite, ça fait plein de fois que je t'en parle, tu devrais quand même retenir, ça là, je suis un peu déçu. C'est cette boîte, j'ai une petite mémoire, qui travaille sur la gestion de l'énergie. Et alors, ils ont deux marchés, et c'est ce que je trouve très chouette chez eux. Ils ont un marché pour les gens nomades, les gens qui vont en balade, les gens qui font du camping, les gens bref, et un deuxième marché qui est les pays en voie de développement. Et ce qu'ils font, c'est mettre au point des technos et en vendre chez nous une version ludique, et dans les pays en voie de développement, vendre une version qui devient un vrai produit. Ouais. Alors, ils ont pas mal travaillé au début sur le feu. Donc, ils avaient inventé des petits systèmes qui permettaient de faire cuire les aliments en réduisant la fumée et en permettant de recharger son téléphone. Je me rappelle bien, assez génial. Oui, et là, maintenant, ils travaillent sur le solaire. Ah oui. Et donc, ils viennent d'annoncer un produit qui s'appelle Solar Home 620, qui est un kit d'éclairage complet, mais assez simple, assez facile à installer, qu'on va pas mettre dans sa maison, parce que c'est quand même un petit peu léger, mais qui va être bien, par exemple, pour une caravane, pour une cabane, si on a au fond de son jardin un petit cabanon, là, et on voudrait bien, mais on n'a pas envie d'y amener l'électricité classique, voilà, c'est ça le produit. C'est une petite centrale solaire, en fait, qui permet de faire un petit réseau électrique dans sa tente, ou comme tu disais, dans sa caravane, c'est pas mal, ça, c'est chouette. Alors, dans la tente, ils ont des produits un peu plus petits. L'idée, là, c'est de monter un peu en gamme et d'avoir un produit qui va permettre de servir une petite caravane, un cabanon, quelque chose comme ça, quoi. Un cabanon. Donc tu as un petit panneau solaire. Ouais. Tu as une petite centrale qui permet de contrôler l'ensemble des équipements et qui contient déjà une première lampe à LED. Tu as un certain nombre de lampes à LED que tu vas connecter sur ta centrale. Et sur la centrale, tu peux aussi recharger ton smartphone. C'est chouette. C'est sympa, non? Et donc je ne sais pas si chez nous, c'est le meilleur endroit, mais par exemple, c'est vrai on parlait de caravane, on parlait de lieux de vacances, on y va plutôt en été quand il fait beau. Donc ça a peut-être du sens. Et le côté innovant, je trouve, du produit, c'est que ça semble être un ensemble vraiment bien fini. C'est une chose qu'ils font bien chez BioLite. C'est bien finir des produits cohérents et relativement simples à installer. Et donc là où tu as quand même beaucoup de solutions qui sont très prises de tête, très techniques. Ça a l'air d'être pas mal. En effet, 100 lumens par lampe, il y en a 3, c'est ça? C'est une espèce de kit. Ça semble bien pensé, bien vu, etc. C'est vrai que pour le campeur, tu vois, qui aime beaucoup la nature, tu vois, et qui part avec son frigo box à gaz, etc. Il a tout l'équipement comme à la maison. Ça, il va être heureux comme tout. Et puis, pour des contrées plus reculées, où ils ont vraiment besoin de lumière en soirée pour pouvoir travailler et autres, ça va leur rendre de grands services aussi. Ça s'appelle, c'est le BioLite Solar Home 620. Évidemment, comme à chaque fois, je permets de le rappeler tout de même, tous les liens vers les articles, les produits dont on vous parle dans les technos, vous les retrouvez dans lestechnos.be, dans l'article correspondant à l'épisode. Ici, le 158. On passe à la lettre C comme camion. Bruno, on parle d'UPS qui construit sa propre flotte de camions électriques. Oui, on avait eu l'info que suite à l'annonce du semi de Tesla, UPS avait commandé 125 semi-remorques Tesla. Mais là, on ne parle pas de ces camions-là, on parle plutôt de camionnettes. Donc de fourgonnettes, peu importe comment ceux vous, qui viennent chez vous nous, les appelez. Qui viennent livrer. Voilà, ceux qui livrent vraiment, pas maintenant pour faire des grands transports sur les grandes routes, mais ceux qui livrent chez vous à domicile. Donc des UPS, ils sont connus parce qu'ils ont des camionnettes atypiques, style américain, qui construisent eux-mêmes aussi. Hein, donc la carrosserie. Ils sont en plastique, brune, donc sont brunes. Hein, donc vous les reconnaissez certainement. Donc là, ils veulent en remplacer une partie, ou en tout cas avoir une bonne partie en électrique, voire en hybride, une chose aussi, mais surtout en électrique. Donc, ils annoncent que ça sera des camionnettes qui feront une autonomie d'à peu près 160 km, ce qui suffira pour les petits trajets qu'ils font. Ils font beaucoup de petits trajets, donc c'est surtout aussi le fait d'allumer le moteur, de l'éteindre qui va consommer beaucoup et polluer beaucoup. Ici, l'électrique est vraiment idéal. Être dans les bouchons en électrique, ça consomme rien du tout non plus. Hein. Donc c'est assez intelligent.
intelligents, et comme ils les construisent eux-mêmes, ils vont pouvoir faire ça comme il le faut, comme ils le veulent, pour avoir une meilleure efficacité. Et donc ils rappellent quand même dans leur communiqué de presse qu'ils ont déjà plus de 300 véhicules électriques en Europe. Et 700 hybrides. Donc, sur une flotte assez monstrueuse aussi. Hein, donc non, ils ont une flotte de 35 000 vannes quand même. C'est pas mal. Donc c'est un millième ou 2 millièmes de la flotte qui sont déjà à l'électrique ou à l'hybride. Mais là, donc ils veulent vraiment accélérer le pas, et ça va être économiquement portable parce que le prix d'achat d'un tel véhicule est sensiblement le même, parce qu'ils le construisent eux-mêmes aussi, donc finalement, et après la maintenance sera beaucoup moins importante, et surtout ils auront la touch green qui est à la mode en ce moment. Oui, bah c'est pas plus mal en même temps. Hein. Oui. Bon. Bonne idée, peut-être, on verra. Peut-être qu'ils passeront devant chez nous demain. On pourra plus dire, tiens, j'ai entendu le moteur du livreur. Non, les moteurs électriques font pas de bruit, donc on n'entendra plus le livreur. D'où l'intérêt d'avoir la petite sonnette Ring. Tout se tient. On est à la lettre C comme camion, on passe à la lettre F comme Facebook, Bruno, pour parler du nouveau fil d'actualité Facebook, un nouvel algorithme qui a été mis en place il y a une quinzaine de jours, si je ne dis pas de bêtises, et qui change beaucoup de choses. Finalement, la preuve, c'est que il y a une première victime collatérale de ce changement d'algorithme. Une victime, c'est une société, c'est pas une personne. Non. L'algorithme a été mis en place mi-janvier. En fait, le temps passe vite. Hein, effectivement, Marc, à partir d'un certain âge, on va plus le temps passer. C'est normal. Et donc, un mois après, en fait, de qui s'agit-il ? Il s'agit de Little Things. Little Things, c'est un média un média féminin, on appelle ça, on va dire, fondé en 2014, donc assez récent. Qui employait quand même une centaine de personnes, qui rédigeaient des articles, des vidéos, faisaient des vidéos donc surtout autour de tout ce qui est attrait à la maison, cuisine, etc. Ils avaient 12 millions d'abonnés sur leur page Facebook. Ils étaient complètement dépendants de cette page Facebook-là, alors qu'ils ont essayé de ramener les clients, l'audience sur leur site, mais ça restait sur Facebook. Et l'algorithme qui a été mis en place par Facebook a donc favorisé tout ce qui est post d'amis et de famille, en défaveur de tout ce qui est post de page. Voilà. Et donc, si l'utilisateur ne va pas dire, voilà, je veux d'abord avoir en priorité les posts de cette page-là, ce qu'on peut faire, on aura tous les amis, et si on a une communauté d'amis qui est assez active et de famille assez active, on verra quasi jamais ou très rarement ces posts-là. Donc, ce qui explique la baisse de trafic phénoménale qu'a eu Little Things, et d'autres aussi, ils sont dans la foulée, mais c'est la première victime. Ils avaient essayé de revendre leur activité à d'autres médias classiques, mais forcément, si l'audience baisse comme ça d'un jour à l'autre, ça n'a plus aucune valeur. Donc ils ont fermé. Toute la valeur repose en quelque sorte sur la communauté, et la communauté elle n'est localisée que sur Facebook, et donc tributaire de la manière dont Facebook va fonctionner. Et donc forcément ça ne peut que poser des problèmes. Moi je trouve que le changement d'algorithme Facebook, alors après il y en a qui vont dire ce type est fou, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça permet à tout le monde d'être un petit peu plus créatif aussi, côté publication, etc., et d'aller chercher la communauté, d'aller l'engager peut-être un petit peu différemment qu'auparavant, où on était rentré dans un truc. Moi je vois des community managers autour de moi qui étaient un peu plan-plan, quoi, tu vois, qui font leurs petites publications bien gentilles à telle heure tous les jours, et là ça fonctionne plus. Il n'y a plus que une visite sur 10 par rapport à la version précédente, et donc il faut un petit peu se creuser les méninges et essayer de trouver des solutions. On voit de plus en plus maintenant aussi des sites médias par exemple qui proposent des petites vidéos pour essayer d'expliquer aux gens comment faire en sorte d'encore avoir les notifications, parce qu'il y a moyen, il faut aller cliquer quelque part, je ne sais plus très bien où, bref, mais pour essayer de continuer d'avoir cet engagement de la part de la communauté via le réseau Facebook. Voilà, c'est dommage pour ce site-là en particulier, mais en même temps
temps, voilà, c'est un petit peu le problème de mettre tous ses œufs dans le même panier quelque part, par rapport à un site qui n'est pas à soi et qui peut évoluer aussi d'une certaine manière. Nous, on n'a pas ce souci, par exemple. Pas beaucoup de visites qui viennent de Facebook de notre côté, donc voilà. Nous, on a une communauté quand même sur Facebook avec laquelle on s'entend plutôt bien et on leur adresse notre bonjour s'ils nous suivent. On passe à la lettre M comme Ministry of Supply. Benoît, de quoi s'agit-il ? Ça va bien, pour mon avis, par les temps qui courent. Voilà, c'est le produit du moment. Ouais. C'est une veste chauffée intelligente. Alors, c'est un produit original. L'idée, c'est d'avoir une veste qui sera très légère. Et quand on a besoin d'un supplément de chaleur, c'est un petit système de chauffage qui va apporter le supplément de chaleur. Donc, ça permet de garder du coup le côté isolant assez fin. Ouais. Mais bon, ça c'était déjà vu, des vestes qui pouvaient chauffer. La différence de la marque qui s'appelle Ministry of Supply, c'est de dire, ben voilà, nous en plus, on l'a rendu intelligent. Ce qui veut dire plusieurs choses, mais la principale idée, c'est que la veste va examiner, donc il y a un thermomètre intérieur, un thermomètre extérieur et un accéléromètre, elle va examiner ta température, elle va examiner la température de l'air ambiant et elle va examiner la manière dont tu te déplaces. Et en fonction de ça, elle va ajuster le type de chauffage qu'il faut. Donc par exemple, tu sors de chez toi, tu étais plutôt au chaud, tu arrives dehors, il fait... moins 10 pour le moment. Non, ça va. La veste est un peu légère. Ouais. Elle met le chauffage à fond pour ne pas que tu vois. Ouais. Puis toi, tu te dis, ok, bon, jeudi, t'as rattrapé mon train, tu pars en courant un petit peu là. Du coup, la veste se dit, ah ben, il est en train de faire un exercice. Je baisse un petit peu la température pour pas qu'il soit en sueur. Ouais. Et donc, elle va s'adapter comme ça à ton rythme de vie, à ce que tu fais durant la journée. Tu peux même lui dire, elle a une connexion avec Alexa, tu peux même lui dire Alexa, chauffe ma veste. Et alors Alexa va préchauffer ta veste, enfin va dire à la veste de se préchauffer. Donc il y a plein de petits gadgets comme ça. C'est un Kickstarter. Le produit n'est pas encore sur le marché. Il reste des vestes à $300 à peu près, quelque chose comme ça pour le moment. Donc les prix 200 pardon. Donc les prix de démarrage sont fini. Non, voilà, c'est ça, je confonds. Il y a deux produits. Il y a la veste et le manteau. Oui. La veste très légère pour les climats les plus chauds, c'est pas pour nous. Pour la Californie, etc., il en reste à $200. Pour chez nous, c'est plutôt le manteau qui est à $300 actuellement, en plus des frais de livraison, évidemment. C'est alimenté par quoi ? Une grosse batterie ou une rallonge ? Une rallonge. Non, c'est une batterie, évidemment. Oui. Donc, le principe, c'est qu'effectivement, du coup, tu dois recharger ta veste. Oui. Ça devient un peu un cauchemar quand on réfléchit. Le nombre de trucs qu'on doit recharger quand on rentre chez soi, maintenant, c'est... Enfin, bref. Non, mais c'est parce que voilà. c'est important de le dire, parce que je sais, ça existe pour les motards, par exemple, les gants chauffants qui sont électriques, qui fonctionnent avec des petites batteries qu'il faut évidemment charger aussi. Ça n'a pas une durée de vie extraordinaire non plus. Maintenant, il y en a qui se branchent sur la moto directement. Comme ça, on profite du courant, puisqu'il y a une batterie. Donc, la moto produit de l'électricité, donc autant s'en servir. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal aussi. Ça pourrait aussi être pas mal pour les motards, pour les cyclistes, etc. Une veste comme ça. Toi qui roules beaucoup à vélo, Benoît, par les temps qui courent, la sensation de froid est quand même un peu plus intense que quand on reste juste comme ça ou qu'on marche le long du trottoir. À vélo, on se le prend quand même dans les dents, non, le froid. Ce matin, j'avais le vent contre moi, c'était l'enfer. Le vent glacé de face. Donc, tu avais déjà le ralentissement, le vent est glacé. Oui, et puis avec le facteur éolien, le ressenti. Tu te ressens vivre, c'est extraordinaire. Cette sensation, c'est génial. Mourir aussi. La moto, je suis pas certain, parce que le truc est quand même très léger, donc je pense que tu n'auras pas le niveau de protection attendu. Mais le vélo, oui, tout à fait. C'est une bonne idée par rapport à ça. Je précise aussi que la veste est lavable en machine. Ah, ça c'est pas mal. Mais n'oubliez pas de retirer la batterie. Alors, il faut peut-être un petit peu l'adapter, mais tu peux la laver, donc c'est pas mal. Okay. Mais pourquoi pas encore un Kickstarter, donc on verra si elle sera elle est financée, j'ai pas compris. Elle est financée, ça, il n'y a pas de problème. Okay. La société Ministry of Supply semble exister depuis un moment, donc on peut s'attendre à c'est pas leur premier projet. D'accord. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils soient quand même capables de livrer. Bon, c'est un Kickstarter, ils annoncent livraison en novembre, compte mars de l'an prochain, quoi. Oui, c'est ça. Mais hiver 2019-2020.
Donc on a encore le temps de se les geler, quoi. En gros, voilà. Mais bon, en attendant, ça a le mérite d'exister, c'est plutôt pas mal. On en était à la lettre M, on est toujours à la lettre M parce que, ça vous l'aurez sans doute remarqué, il y avait un grand événement qui commence par M, le Mobile World Congress à Barcelone, qui s'est achevé aujourd'hui, le jour où nous enregistrons, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a eu pléthore d'annonces, et évidemment, on va pas toutes les passer en revue. Je pense que ceux qui s'intéressent de près à la vie du mobile et du smartphone en particulier se seront tenus au courant durant cette semaine. On va quand même épingler, nous, avec Bruno, 2-3 infos sympas, comme par exemple Motorola, qui présentait un gadget, un couteau suisse pour notre santé, finalement. Oui, tout à fait. Donc Motorola, en fait, c'est une sous-marque de Lenovo qui est donc Motorola a été racheté par Lenovo, mais c'est sous cette marque-là qu'ils vont commercialiser le Health Mod. Donc c'est un petit gadget, un petit bidule qu'on aime bien nous chez Techno, qui va permettre d'avoir pas mal de mesures issues de votre index. Donc on glisse l'index dans ce petit tube et l'appareil pourra mesurer le pouls, bien entendu, la pression artérielle, la respiration et la température corporelle pour l'instant. Donc ces informations-là seront récoltées et envoyées sur l'application de Lenovo pour être après utilisées ou envoyées sur d'autres applications de santé. Donc pas encore préciser lesquelles, mais ça sera en tout cas des informations qui pourront être communiquées par ce biais-là. Ce qui prévoit aussi, c'est qu'ils pourront calculer le taux de sucre dans le sang, sans qu'il y ait du sang, enfin qu'on prenne une seule goutte de sang. Donc c'est vraiment un calcul qui sera fait. Donc ils n'expliquent pas encore vraiment comment ça sera fait, ça sera probablement breveté, donc ils ne veulent pas un peu dévoiler leur chimie, surtout parce que l'appareil n'est pas encore commercialisé, mais on prévoit qu'il coûtera à peu près dans les 300 euros, mais apparemment il ne fonctionnera qu'avec leur téléphone maison, le Moto Z. Donc après ça, je pense que c'est quelque chose qui est adaptable sur d'autres téléphones. Il suffit d'avoir le software qui sera adapté. Je pense qu'ils vont vite se rendre compte s'ils limitent ça à un seul téléphone, ça va pas marcher commercialement. S'ouvrir un petit peu au marché, mais l'accessoire en lui-même, ça a l'air d'être pas mal. Enfin, ça a l'air d'être assez complet. Faut voir si ça correspond effectivement aux résultats médicaux espérés. Comme tous ces appareils en général, il faut toujours un petit temps d'analyse aussi pour être sûr que l'appareil ne dise pas de bêtises, parce que ça pourrait être problématique aussi. Donc tu voulais rajouter un truc? Oui, petite chose que j'ai oublié, l'appareil donc ne mesure pas que sur l'index, sur le doigt, mais on peut le poser 1 seconde sur le front pour qu'il donne la température. Donc il peut être utilisé comme thermomètre. Pour les enfants, ça peut être quand même plus rapide que de leur prendre l'index et le mettre dans l'appareil, parce qu'ils sont assez impatients, les enfants. Oui, il fait se battre avec l'enfant pour mettre son index dans l'appareil. Non, je ne le fais pas. Ça fait mal. Ce serait contre-productif, on va dire, pour ce type d'appareil, ce serait quand même dommage. Ok, bon, pourquoi pas. C'était une des annonces en marge ou même au Mobile World Congress. Il y en a eu d'autres, comme par exemple l'annonce ça me fait rire, un réseau 4G sur la Lune. C'est assez rigolo parce que au rythme où vont les choses en Belgique, il y aura un réseau 4G sur la Lune avant qu'il y ait un réseau 5G à Bruxelles. C'est ça qui est marrant. Oui, j'ai failli mettre cette news dans la lettre W, mais bon, c'est quand même une news, on va dire que c'est sérieux, parce qu'il y a des partenaires sérieux. Donc, on va y croire. Donc, c'est une alliance entre Nokia, Vodafone, déjà deux grands noms, et Audi, quand même, Audi, un grand nom allemand aussi de l'automobile, qui veulent aller sur la Lune, on va dire. Donc, pour cela, ça serait une première. Pourquoi ? Parce que c'est pas quelque chose qui est étatique, donc c'est vraiment une entreprise privée qui veut y aller. SpaceX ne veulent pas y aller pour l'instant. Par exemple, eux, ils veulent aller sur Mars, ça c'est clair, c'est leur objectif. Par contre, ici, ils utiliseraient SpaceX pour lancer ce module qu'ils appellent ALINA, Autonomous Landing and Navigation Module. Ce module
donc ne va pas être habité. Il atterrirait normalement en 2019 sur Mars et embarquera sur la Lune. Sur la Lune, pardon. Voilà, sur la Lune, c'est pas aussi loin, donc c'est plus, ça sera, parce que 2019. C'est toi qui es dans la Lune. Oui, je suis dans la Lune. Parce que pour aller sur la Lune, sur Mars, il faut un peu plus longtemps, effectivement. Ouais. Donc le module, il embarquera un petit module de connexion 4G pour créer un réseau Wi-Fi sur la Lune. Ouais. À quoi servira ce réseau Wi-Fi? Pas pour que les astronautes envoient des belles photos de la Lune, hein, parce qu'il n'y en aura pas des astronautes là-bas. Ce sera les deux petits modules supplémentaires et là c'est là où Audi joue un rôle, parce que c'est des petits véhicules à 4 roues qui vont voyager sur la Lune et renvoyer toutes ces données, toutes ces images sur Terre via donc cet autre module de Wi-Fi et qui enverra les données via 4G donc sur Terre. D'accord. Donc voilà, réexplorer, on va dire, la Lune et réexplorer de manière touristique même les anciens sites d'Apollo 17, par exemple, pour envoyer des belles photos de ce qui reste là-bas. Aussi pour contredire peut-être les gens qui disent que la NASA n'a jamais été sur la Lune. Peut-être. De toute façon, ce truc, c'est du faux, clairement, c'est un complot, là. C'est pour nous faire croire que la NASA y est allée. Oui, voilà. C'est ça. Et en fait, ils vont aller installer des trucs comme si on y avait été. Voilà. Mais non, mais je trouve ça plutôt pas mal d'utiliser une technologie éprouvée sur Terre dans ce contexte-là. En général, c'est le contraire qui se passe. Hein. On crée une technologie pour aller loin dans l'espace, machin, etc. Puis après, on en fait quelque chose d'utilisé sur Terre. Ici, ben voilà, on va utiliser une technologie qui est éprouvée chez nous pour créer un réseau informatique, en gros, hein, je schématise, mais voilà, sur la Lune pour pouvoir, comme ça, commander des objets à distance. Voilà. Tout ça est très bien, c'est très logique. J'aime beaucoup la logique. C'est plutôt rigolo. Mais sur l'annonce même, je trouvais ça assez fun. On en termine avec, Bruno, une annonce concernant le port mini jack, qui n'est pas tout à fait mort. Hein. On l'a constaté au Mobile World Congress. Il existe encore sur les smartphones, plutôt dans le milieu de gamme. Tout à fait. Donc, on oublie une chose, c'est que le Mobile World Congress présente rarement les flagships des grosses sociétés, avec l'exception de Samsung. Ouais. On va en parler, bientôt. Mais on se rend compte donc effectivement que tous les milieux de gamme qui sont présentés, ou quasi tous, ont encore ce fameux port mini jack. Ouais. Donc c'est pas mal. Donc on a eu des téléphones de la société, donc Samsung qui a présenté son Galaxy S9, ZTE qui a présenté pas mal de téléphones assez intéressants. LG, Nokia a présenté des beaux téléphones aussi, un remake de leur téléphone Matrix, vous vous souvenez seulement, avec qui a un clapet coulissant qui permet donc de répondre et de raccrocher assez rapidement avec ses clapets physiques. Donc une nouvelle version de ce téléphone-là qui aussi a encore ce port mini jack. Alcatel a présenté des téléphones Land Rover, a présenté un téléphone aussi. Ouais, voilà, Land Rover, c'est plus pour le... Voilà, c'est un peu... Il y avait eu Caterpillar aussi à une époque, hein, qui avait sorti un téléphone 4, donc voilà, ça c'est... Tout à fait. Bon, tous ces téléphones-là, à quelques exceptions près, ont ce port mini jack. Après, sur les flagships, on a tendance à le voir disparaître. Pourquoi ? Parce que, comme Google et Apple, parce qu'ils veulent en fait vendre aussi un autre accessoire qui sont les écouteurs Bluetooth. Ouais. Donc, à mon avis, l'argument, c'est toujours de réduire en taille, mais l'appareil qui ne se réduit pas vraiment en taille, mais enlever un composant en moins et vendre des écouteurs en plus. Hein. Donc, c'est toujours ça. Donc c'est un peu la tendance. Donc si vous voulez un port mini jack, achetez un milieu de gamme ou achetez un téléphone Samsung. Oui, par exemple. Mais ceci étant dit, c'est vrai que le port mini jack, il sert encore à l'heure actuelle. Il y a encore plein d'accessoires en mini jack. Hein, soyons clairs. C'est pas la fin du mini jack, mais c'est vrai que de plus en plus, les gens n'ont de moins en moins besoin, j'ai envie de dire. On en avait déjà parlé. Rappelle-toi, Benoît, quand Apple avait annoncé qu'il n'y aurait pas de port mini jack c'est à partir de l'iPhone 6, je pense qu'ils l'ont viré, si je dis pas de bêtises, de mémoire, enfin bref, peu importe. Je me souviens plus. Et on avait dit à ce moment-là, c'est un peu embêtant quand même, parce que j'ai des bons écouteurs mais j'ai un mini jack au bout de mes bons écouteurs. Et finalement, tout le monde s'est bien adapté.
Je me souviens ce que j'avais dit à l'époque, c'est ils ont fait ça avec la disquette, tout le monde a dit mon Dieu, il n'y a plus de disquette, comment est-ce que je vais faire avec leurs histoires de stick USB, c'est impossible. Ça s'est passé très bien. Ouais. Ils ont fait ça avec les CD-ROM. Comment je vais faire sans mon CD-ROM, sans mon graveur, etc. Ça s'est passé très bien. Donc voilà. Oui, je pense que c'était la même chose avec le mini jack. Comment je vais faire sans mon mini jack ? Très bien. Ceci dit, je connais pas mal de gens qui utilisent quand même le petit accessoire qui est livré avec. Oui, mais bien sûr. Mais ça montre qu'il n'y a pas de problème. Non, parce que de toute façon, si tu as un câble, si tu as un câble avec des écouteurs, tu as un câble dessus, tu rajoutes le petit morceau de câble avec le petit adaptateur dedans, ça fait pas une grosse différence en termes d'encombrement, donc pourquoi pas. Mais Ou tu t'as acheté un écouteur spécialisé, donc t'as pas le problème, ou si tu es vraiment intéressé à une qualité de son remarquable, sans doute que tu n'écoutes pas avec ton device mobile, mais enfin bon, admettons, mais de toute façon, dans ce cas-là, tu as un convertisseur digital analogique séparé, quoi. Donc. Et même les fabricants de devices un petit peu spécialisés, dont on sert beaucoup en journalisme mobile maintenant, tu vois ce que je veux dire, les micro-mains, etc. Je pense à la marque iRig, entre autres, qui fabrique ce genre de device. Ils finissent aussi par s'adapter et à le proposer avec le petit connecteur qui va, j'ai oublié son nom maintenant, Lightning, c'est ça ? Lightning. Si on parle de la marque Apple, évidemment, alors il y a aussi toute une série d'appareils du même genre qui sortent aussi en Bluetooth progressivement. Il faut voir si le niveau de qualité y est, ça c'est l'avenir qui nous le dira, et il faudra un petit peu expérimenter les choses, c'est comme toujours. Je voyais le doigt de Bruno se rehausser il y a quelques instants. Oui, un jour ils vont quand même enlever le port Lightning, donc on sera tous amenés. Et d'ailleurs ils vont enlever l'écran aussi. Et ils font plus fabriquer de téléphone et on se dit mais j'ai plus besoin de téléphone. Mais non, parce qu'il Siri va te répondre ou Alexa va te répondre, donc tu n'as pas besoin de regarder l'écran. C'est comme ça. Et j'avais vu passer, petite anecdote, excuse-moi Benoît, j'avais vu passer un petit accessoire qui se branche effectivement sur le port Lightning pour l'iPhone 10. Oui. Qui en fait rajoutait un bouton home et un port jack et encore un port Lightning pour la recharge. Donc c'est ceux qui peuvent pas se passer de ces boutons-là, c'est ça, n'achetez pas ce téléphone. Oui, c'est ça. Et si vous ne voulez pas payer un accessoire qui coûte un petit peu cher, parce que c'est vrai que ces petits accessoires, ils ont tendance à taper un petit peu dans les prix, ça c'est aussi un problème. Je sens que ça va troller là-dessus, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est une forme d'évolution, qu'on l'admette ou non. On passe à la lettre P comme photo. Benoît, puisqu'on a notre spécialiste photo avec nous, autant en profiter, il faut bien le dire. Canon fabrique des appareils photo, ils ont sorti toute une nouvelle gamme, etc. Mais c'est pas de ça dont tu voulais nous parler, c'est d'un flash intelligent. Voilà, je retrouve le nom, Speedlight 470 EX-AI pour nos amis français, Speedlight 470 EX-AI. Alors c'est le premier flash à intelligence artificielle intégrée. Et c'est une super idée. Il faudra voir comment ça va marcher en pratique. Il y avait des premiers tests qui sont vraiment excitants. C'est une super idée. Un flash, c'est pareil que tu mets au-dessus ton appareil photo. Le principal intérêt, c'est pas tellement de pouvoir lancer beaucoup de lumière, mais c'est de pouvoir doser le complément d'éclairage de la lumière par rapport à la lumière ambiante. C'est vrai que quand tu es dans le noir complet, c'est le flash qui fournit la lumière, mais souvent, tu vois, tu vas être en intérieur, tu veux faire une photo et tu veux apporter un petit boost parce que sinon, tu dois trop monter dans les ISO, il y a du bruit, c'est pas joli, mais en même temps, tu as envie de conserver l'ambiance de la pièce, quoi. Et ça, c'est assez compliqué à faire. C'est un truc qui est vraiment technique, parce que le problème du flash, c'est que tu vois pas la lumière, donc elle est trop brève, donc ça demande vraiment un apprentissage technique. Voilà, c'est vraiment un truc, c'est hyper créatif et hyper jouissif quand tu maîtrises, mais tant que tu maîtrises pas, c'est quand même assez compliqué. C'est pas comme si je te coupe 2 secondes, c'est pas comme si on avait un éclairage continu comme en vidéo où on peut déplacer la lumière, la masquer, la mettre dans un coin, etc., etc. Ici, c'est un instantané et il faut vraiment de l'expérience, quoi. C'est bien le problème, effectivement, c'est que c'est un instantané. Sur les flashs de studio, tu as un éclairage continu qui vient te permettre de positionner, mais sur les flashs ainsi, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, ils ont fait un truc absolument génial. Donc, ce qu'on fait généralement pour équilibrer sur un flash portable la lumière ambiante avec le sujet, c'est qu'on va envoyer la lumière en indirect. Donc, on va envoyer la lumière vers le plafond. Et alors, du coup, tu vas avoir une lumière qui est plus naturelle déjà, parce qu'au lieu de venir de face, elle vient du dessus, comme
le soleil, comme les lampes, comme la lumière normale, et elle va venir apporter un complément. Et la difficulté, c'est de gérer en fonction de la distance du sujet, en fonction de toute une série de paramètres, comment tu vas faire ça. Et là, le flash est malin comme tout. Il fait un petit coup de flash en avant pour voir à quelle distance se trouve le sujet, un petit coup de flash vers le plafond pour voir comment ça se passe du côté du plafond, et puis il se positionne à partir de là, et tu fais ta photo, et c'est lui qui va se bouger, il va incliner la tête plus ou moins, la tourner, etc., pour bien se placer. Si tu mets ton appareil en mode portrait, il va se rendre compte que forcément, s'il tire sur le côté, il va aller dans le mur du côté. Donc, généralement, il vaut mieux aller sur le plafond. Donc, il va se réadapter. Ouais. Donc, c'est absolument génial. Donc, tu as dit le mot, en plus, c'est plutôt pour du portrait, du coup. Dans le sens où c'est pour de la photo un peu plus posée, et des choses comme ça. C'est pas pour de la photo volée, c'est pas pour de la photo de reportage. Alors, c'est parce qu'il y a quand même un temps de calcul. Si, on est quand même plutôt sur un produit qui est quand même sur le reportage. Tu fais de la photo vraiment posée, tu prends un flash de studio. On est sur l'entre-deux, en fait. C'est pas la photo volée, parce qu'avec un flash, ça a du mal à voler, mais ça vise, par exemple, les photographes de mariage, dont beaucoup, en fait, ont du mal, même dans les professionnels, à gérer. Alors, je veux absolument pas décrire, il y en a beaucoup qui le gèrent très bien, mais il y en a quand même un certain nombre qui ont du mal à gérer cet équilibrage entre la lumière flash et la lumière ambiante. Donc c'est ce type de marché-là qu'on vise. C'est les journalistes qui maintenant sont, en plus d'écrire leur papier, doivent faire des photos. Il faut que la photo soit un peu correcte. Voilà, c'est ce type de public qu'on va viser. Évidemment, l'amateur qui veut faire des photos chez lui, des photos de famille, des choses pareilles. C'est vrai que le flash est un peu plus lent. C'est pas un flash d'action, c'est pas avec ça, on est d'accord que tu vas faire la photo du coureur en train de, ça on est d'accord, parce qu'il faut le temps qu'il évalue les choses, mais tu peux tout à fait imaginer dans un mariage, en reportage, en train de faire une série de photos, tu vas faire t'as quand même des moments où les gens sont entre le posé et le formel, si tu veux. C'est ce que j'allais dire, parce que le mariage, c'est le parfait exemple. C'est que les jeunes mariés sont tous disposés à prendre la pause parce qu'ils veulent avoir une belle photo de leur mariage, mais en même temps, il y a le gâteau qui attend, il y a la tante à aller remercier, machin, etc. Et donc, on est toujours... On aurait envie de poser un peu plus longtemps, mais on n'a pas vraiment le temps. Et donc, le photographe, lui, et c'est là où on reconnaît le bon photographe, c'est celui qui a l'expérience et qui va faire la bonne photo directement et pas faire perdre, entre guillemets, son temps aux jeunes mariés. Mais voilà, c'est peut-être pas toujours une perte de temps. Ah, quelqu'un me parle. qui se plaint, là? Je ne sais pas, c'est pas chez moi. Chez Bruno, il a des assistants vocaux dans tous les coins. Oui, c'est Google qui parle. Ah, d'accord. Pourtant, j'ai pas dit OK Google. D'habitude, je dis OK Google, monte le son, juste pour énerver nos auditeurs, mais là je l'ai pas dit. Hein? C'est vrai. Dis Siri, monte le son. On revient un instant sur le flash. Oui, on revient juste sur le pour terminer, parce qu'il y a un mode avancé aussi, parce que bon, a priori, ça semble le gadget pour les gens qui découvrent le flash. Enfin, le gadget, non, je pense que c'est pas un gadget, c'est un truc intelligent pour les gens qui découvrent le flash. Mais il y a un mode avancé quand on a bien compris le principe, on sait comment faire. Un des trucs qui est assez embêtant avec un flash qu'on envoie comme ça vers le plafond, c'est qu'il faut le réorienter régulièrement en fonction de comment tu fais ta photo. Oui. Donc, si tu par exemple, passes du mode paysage au mode portrait, tu dois aller chipoter à ton flash. Ah oui. Et là, tu peux, en mode avancé, lui dire, voilà, tu positionnes le flash en lui disant, je veux que tu envoies la lumière là. Ah oui. Et quand tu vas bouger ton appareil photo, lui va se réorienter tout seul pour garder le point de mire que tu lui as demandé de conserver. C'est plutôt malin. Donc c'est malin comme tout, quoi. Oui, parce qu'on ne photographie pas que les jeunes mariés. Et il y a le petit neveu, etc. Hein, et voilà. Non, mais c'est pour se projeter un petit peu, tu vois, c'est pour bien comprendre dans quel contexte ça peut avoir son utilité. Ça a un prix, Ça en a certainement un. Ah oui, bon, merci. J'ai pas... attends, je vais te le trouver. Je n'ai pas... Il m'attrape à chaque fois sur les prix. Oui, c'est la question piège, parce que c'est vrai que... le truc, c'est vraiment la question piège, voilà, c'est le mot. C'est la question piège. Parce que le truc, c'est que... est-ce que c'est le genre de choses qu'on va pouvoir soi-même expérimenter? Déjà, il faut être un peu photographe, un peu averti, hein, parce que tout le monde n'a pas déjà un flash Cobra à part comme ça. En général, on se contente du flash de l'appareil. Là, ça s'adresse déjà à quelqu'un qui a investi un peu dans du matériel photo, on va dire. Hein. Donc, on va être dans les 450-500 €. Ah, quand même. Ouais. C'est un prix qui est le prix d'un flash un Cobra haut de gamme, un flash Cobra haut de gamme, ce qu'il est. Ouais. C'est le prix normal, donc tu n'as pas un surcoût pour l'intelligence artificielle, quoi. D'accord, ok, bon, c'est bon à savoir, et les photographes apprécieront, et les autres se diront, tiens, ça existe. Voilà. J'entends d'ici... Je vais mettre à la photo.
C'est ça, du coup, si, ça lui a redonné envie. Mais ceci dit, je connais certains de nos éditeurs qui vont des fois beaucoup plus loin que nous par rapport, parce que nous, au départ, c'est factuel, hein, ce sont des vraies infos, on ne les invente pas, mais qui vont nous dire, mais à quand un petit drone pour éclairer les jeunes mariés? Et c'est vrai, finalement, pourquoi pas avoir son flash sur un drone, hein, parce que finalement, une photo, il n'y a pas le son, donc on peut avoir le petit au-dessus, on s'en fout. Voilà, ça reste à inventer, peut-être brevetez-le. Ce serait une super bonne idée, ça. Voilà, c'est pas complètement idiot. Des petits drones qui volent autour des mariés. Ah oui, ça peut être sympa. Bon, allez, soyons sérieux. On l'avait annoncé. C'est vrai que juste avant l'ouverture du Mobile World Congress, il y a eu une autre annonce importante, celle de Samsung concernant le Galaxy S9. Bruno, tu as un petit peu suivi ça. Est-ce que le S9 Plus, hein, puisqu'il y a deux modèles, comme maintenant tout le monde fait ça, hein, quand on a un modèle top, il faut un modèle top, super top, qui s'appelle Plus en général. Est-ce que c'est une évolution, une révolution? Qu'est-ce qu'il y a à en dire d'intelligent et d'intéressant? Oui, ça m'intéressait en premier lieu parce que je suis le repossesseur du S8 et j'en suis très très content. Donc voilà, je voulais voir un peu ce qu'il allait offrir de nouveau et si ça valait le coup finalement de passer au nouveau. L'appareil est esthétiquement, vu de face en tout cas, il n'a quasi aucune différence. L'arrière, oui. Et la grosse différence, on va dire, elle est sur deux plans. C'est l'appareil photo. Et je vais laisser la main après à Benoît pour en parler plus précisément. Et la position du capteur d'empreinte digitale. Figurez-vous que c'est parmi l'argument négatif le plus cité sur le Galaxy S8. Je le montre à l'écran. Sur le Galaxy S8, le capteur d'empreinte digitale n'est plus à l'avant, mais il est à l'arrière, bien entendu. Et puis il est sur le côté de la caméra. Donc beaucoup de gens touchent d'abord l'objectif avant de trouver le capteur d'empreinte digitale. Ça arrive quelquefois, enfin ça m'est arrivé quelquefois au début, mais finalement le geste devient automatique. Donc oui, si c'est un vrai argument, pour moi ça l'est un peu moins. Après techniquement, il prend le S9 prend, et le S9 Plus surtout aussi, prend tous les nouveaux derniers composants qui sont disponibles. Ça c'est assez intéressant. Les nouveaux Snapdragon, ils restent sur les mêmes tailles de mémoire. Donc on a du 64 Go de base, du 128, du 250 Go de mémoire, 4 et 6 Go de RAM pour le S9 et le S9 Plus. Ça c'est pas mal. Les batteries restent sensiblement les mêmes, donc 3000 mAh pour le S9, 3500 pour le S9 Plus. Des nouveaux coloris, bon ça c'est un petit détail, mais ça peut plaire à certaines personnes. Un mode slow-mo vidéo assez intéressant quand même, parce il va capturer plus de 900 images par seconde sur un laps de temps très court, d'accord, mais c'est le laps de temps qui sera intéressant, et avec un algorithme assez intelligent pour voir un mouvement dans un espace bien défini, va donc prendre ce temps-là pour optimiser un peu le flux de données qu'il doit stocker, parce qu'imaginez-vous que c'est quand même pas mal de données qu'il faut stocker en peu de temps. L'écran est quand même assez phénoménal. Donc c'est un écran de 5,8 pouces sur le S9 et de 6,2 pouces sur le S9 Plus, avec sur le S9 quand même 570 pixels par pouce, qui est quand même largement au-dessus, par exemple, de l'écran de l'iPhone X, qui lui est à 458 pixels par pouce. Donc c'est des écrans vraiment phénoménaux. C'est vraiment un des arguments les plus importants du Galaxy S9. Ouais. Après, voilà, la question est, est-ce que c'est ça, c'est la partie technique. La partie soft, ils ont copié Apple avec leur emoji, Animoji, ils ont j'ai vu ça, Airmoji. Ouais.
Voilà, donc ça, c'est qui semble être pas mal, parce que j'ai vu des... J'ai vu des... Parce que ça fait un petit... Enfin, je vais pas expliquer, parce que je suis vraiment pas rentré dans le détail, mais j'ai aperçu ça et là, sur Twitter, entre autres, des gens qui montraient le résultat de leur avatar, entre guillemets, hein, puisque je sais pas, c'est une espèce de reconnaissance faciale qui ont fait un petit cartoon plus ou moins rigolo, et le résultat était plutôt pas mal. Maintenant, bon... c'est pas non plus, ça casse pas à 3 places un canard, quoi. Je veux dire, ça va être marrant pendant quelques heures, quelques jours. Après, voilà, ça va s'estomper. Ils ont un petit gadget quand même assez intéressant que j'ai trouvé moi déjà intéressant sur le Galaxy S8, c'est le DeX, donc la station de dock, qui permet d'utiliser son téléphone, son terminal comme en fait l'unité centrale pour alimenter un écran et donc avoir un vrai PC. Voilà. Et ici, ils l'ont fait évoluer parce qu'ils se sont rendus compte que le téléphone même, en fait, pouvait servir de touchpad. Ah oui. Donc, voilà, ils ont fait un petit accessoire qui se pose à plat, à l'horizontale, et donc plus besoin de souris, on a le touchpad éventuellement comme téléphone. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça, je pense que c'est une bonne chose, mais ils vont aussi le rendre compatible avec le Galaxy S8. Donc pour ça, pas besoin d'avoir un Galaxy S9. Hein. Voilà. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont quand même gardé le prix assez bas par rapport à l'iPhone où on est au-dessus des 1 000 euros. Ici, on sera en dessous de la barre plutôt des 800, 850 euros pour le prix de lancement. On va revenir quand même sur l'histoire du prix dans quelques instants. Avant ça, il y a quand même une autre particularité ou une autre évolution de l'appareil. Et j'utilise le mot appareil justement parce que c'est aussi un appareil photo, hein, un smartphone aujourd'hui. Et là, Benoît, apparemment, ils font quand même des efforts aussi de ce côté-là. Je parle pas du double objectif parce que ça, apparemment, tout le monde le fait maintenant, mais avec une focale, ça ouvre grand maintenant, justement, ce genre de petit appareil. Voilà, donc ils ont fait un truc assez intelligent, effectivement, c'est qu'ils ont ouvert l'ouverture du diaphragme native de l'appareil photo est assez important puisqu'on est sur du f1.5. C'est apparemment l'optique la plus lumineuse aujourd'hui sur des smartphones. Le concurrent le plus proche est à 1.6, donc la différence n'est pas colossale, mais enfin c'est les plus lumineux. Mais alors le problème qu'on a quand on fait des optiques lumineuses, il y a 2 problèmes qui apparaissent. Le premier, c'est que, enfin il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que la profondeur de champ devient un peu faible et donc on a pas beaucoup de, il faut que le point soit bien parce que sinon on risque d'avoir un flou devant ou un flou autour de son sujet. Pour être franc, sur les tout petits capteurs des appareils photo qui sont intégrés au téléphone, c'est pas vraiment un problème. Par contre, il y a deux autres problèmes qui sont plus réels. C'est qu'on peut éblouir le capteur. Donc le capteur peut être, puisque l'optique est très ouverte et laisse rentrer beaucoup de lumière, il peut être ébloui. Et le résultat, c'est qu'en fait, il va donner de bonnes photos la nuit, mais il va pas bien fonctionner le jour. Il va très vite avoir des surexpositions. Et quand le capteur reçoit trop de lumière, là, on sait rien faire. Quand il n'y a pas assez de lumière, on peut monter l'amplification, ça fait monter du bruit, mais enfin on arrive à récupérer une image. Mais quand le capteur a reçu trop de lumière, il est mort, et là, et ça devient blanc et c'est fini. On ne sait plus rien faire. Oui, on se chope des artefacts du genre des taches de couleur dans l'image, des espèces de reflets un petit peu bizarroïdes. Ça arrive aussi, ça, quand on se prend de la lumière comme ça. Rappelons vite fait la focale. Parce que non, c'est pas la focale, c'est le diaph. C'est le diaph, pardon. C'est moi que là je me suis fait avoir. Non, le diaph, c'est plus le chiffre est petit, plus il y a de la lumière, hein, rappelons-le. Plus le chiffre est petit, plus il y a de la lumière parce que c'est une fraction. Donc c'est la quantité de lumière qui rentre. Donc F1, ça veut dire que toute la lumière possible rentre. F2, ça veut dire qu'il y a la moitié de la lumière possible qui rentre. Et alors, donc, ce qu'ils ont introduit, c'est pour la première fois sur un téléphone portable, la possibilité de faire varier le diaph. Ils vont de 1.5 à 2.4, je pense. C'est ça, de 1.5 à 2.4. Alors, on peut se dire 1.5, 2.4, c'est pas une grosse différence. Ça représente plus d'un diaphragme d'écart. Donc, ça représente une division de la lumière par 2. Donc, ça veut dire que si le boîtier est ébloui parce qu'on c'est l'été, on est dehors, comme il va fermer son diaph, il va plus être ébloui. Ça a aussi tendance, mais ça, il faudra vraiment faire des essais parce que sur des petits objectifs comme ça,
pas certain que ça va avoir un effet qui va se voir sur les images. C'est censé aussi, sur les optiques très lumineuses, il y a pas mal de distorsions qui vont apparaître à cause du fait que l'optique est très lumineuse. Et normalement, en fermant le diaph, on réduit ce genre de choses. Mais là, on est sur des optiques qui sont tellement petites, il faudra voir les essais pour le voir. Je pense que le gros gain, c'est que ça leur permet de venir avec des optiques très lumineuses, donc qui vont bien fonctionner la nuit, qui vont bien fonctionner dans un restaurant, qui vont bien fonctionner en intérieur, qui sont tous des moments où on veut faire des photos avec son smartphone, et qui vont bien fonctionner quand on est dehors et qu'on a un super paysage devant soi. Qui sont aussi des moments où on veut faire des bonnes photos. Et c'est un peu la quadrature du cercle, c'est-à-dire que plus on rend l'optique lumineuse, moins ça va bien fonctionner en extérieur quelque part, quand il y aura beaucoup de lumière. Et à l'inverse, si on veut une optique qui va bien fonctionner en extérieur, elle va être moins chouette en intérieur. Et en introduisant un diaph variable, qui est la technique qu'on utilise sur les appareils photo, ils résolvent un peu la quadrature du cercle sans devoir introduire, ce qui aurait été une autre solution, un troisième capteur. On aurait pu aussi imaginer un capteur à 1.5, un capteur à 2.4, un capteur à grand angle, un capteur télé. Voilà. Donc il y avait une autre solution qui existait avant, je ne sais pas si tu te rappelles, sur les petits appareils photo compacts de l'époque de l'argentique, c'est que le diaphragme étant fixe, quand tu voulais faire des photos à l'extérieur, tu avais un petit loquet, tu poussais un petit loquet et tu avais un filtre de densité neutre qui venait se mettre devant l'objectif et qui là, filtrait entre guillemets la lumière. Ça pourrait aussi se faire finalement sur un smartphone, un petit bitonio, un petit bouton à pousser pour mettre devant un petit filtre ND sur l'objectif. Pourquoi pas ? Oui, je pense que la difficulté et ce qu'ils ont fait ici et qui montre vraiment une grande maîtrise technique, c'est la mécanique. Parce qu'on parle de pièces qui sont extrêmement petites, que tu fasses un diaph ou que tu fasses un filtre, on parle de pièces qui sont extrêmement petites, qui doivent bouger avec beaucoup de précision très vite. Donc mécaniquement, c'est assez impressionnant. Quoi. Ok, bon ben voilà. Ça, c'est pour l'aspect pratique de ce Galaxy S9 et S9 Plus. Finalement, le bon plan, c'est la question que l'on peut se poser. Bruno, est-ce que c'est pas le S8 finalement aujourd'hui, 100 ans ? Oui, donc moi la question qui se pose c'est est-ce que je peux acheter le S9 ou pas ? Oui, ou est-ce que si j'ai un autre appareil et que je veux changer par exemple de crèmerie parce que j'ai pas envie de rester chez Apple et que j'ai envie de retourner chez Android, etc. Est-ce que le S8 serait pas le meilleur plan finalement aujourd'hui vu son prix ? Exactement. Donc esthétiquement, il est vraiment très 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 proche. À part l'optique derrière, à part cet appareil photo un peu révolutionnaire effectivement. Mais donc ça sera quand même 800-900 € à débourser. Et on trouve maintenant, grâce à l'annonce du S9, le S8 à 500 €. Je l'ai même vu sur sur Amazon Allemagne descendre la barre des 500 € déjà. Donc voilà, ça serait vraiment le bon plan, je dirais pour moi. C'est ceux qui ont peut-être un S6 ou un vieil iPhone ou veulent rentrer dans le monde Android avec un vrai bon téléphone, je dirais, d'acheter un S8 maintenant parce que il a baissé de prix de moitié quasi par rapport à il y a un an, seulement un an. Donc voilà, et c'est un très très bon téléphone. C'est très volatile les prix sur les smartphones. Je voyais encore, on a eu la présentation de marque du LG. Alors j'ai peur de dire des bêtises sur les références. Le V40, c'est ça, ou 40V, je ne sais plus. 30. Ou V30. Voilà, il y a déjà une version plus qui sort là, qui a été annoncé à l'occasion du Mobile World Congress. Du coup, celui qu'on vous a présenté il y a quelques semaines, son prix lui aussi chute et donc devient un appareil très intéressant, parce qu'on avait dit qu'il était un peu cher. Et là, du coup, il devient très, très intéressant. Quelqu'un avait rajouté ça en commentaire sous la vidéo sur YouTube. Donc voilà, ce sont des appareils qui sont de très bonne facture, qui sont un peu chers. Enfin, moi, je trouve ça très cher. 900 € pour un smartphone, il faut vraiment en avoir l'usage parce que sinon, c'est vraiment se faire un cadeau de luxe. Il faut bien le reconnaître. À partir du moment où ça descend sous la barre des 500 €, là on peut commencer à dire bon ben voilà, ça commence entre guillemets à être raisonnable. Je mets beaucoup de guillemets parce que je sais que pour beaucoup de gens 500 € c'est beaucoup d'argent aussi, il faut le reconnaître. Je pense qu'on a fait le tour sur cette question du Samsung, sauf si Benoît avait quelque chose à rajouter. Non, il n'y avait rien non plus. Parfait, on passe à la lettre T comme transport. Benoît, on parle de la Californie qui autorise désormais les voitures autonomes. Voilà, les voitures complètement autonomes. Donc, ils autorisaient déjà
des voitures autonomes, mais il fallait qu'il y ait un ingénieur ou un conducteur qui soit dans la voiture prêt à reprendre le contrôle de la voiture, ce qui est une connerie infinie, puisque ça veut dire que la personne est pas attentive et puis brusquement elle doit gérer une situation qui est forcément une situation de stress, et disons qu'en final c'est plus dangereux que de laisser le système complètement autonome. C'était une disposition aussi un peu technique pour dire voilà, c'est pour tester la fiabilité. Oui, ça faisait partie d'une étape de test. Mais alors d'autres États américains ont été un petit peu plus visionnaires et avaient commencé à autoriser des voitures complètement autonomes. Et la Californie, qui est important, puisqu'en final, c'est là que sont basées la plupart des sociétés qui développent ce type de technologie, puisque Waymo y est, Apple, etc. y sont également, Uber, etc. sont en Californie. Donc, la Californie vient d'autoriser, ou va autoriser dans le mois qui vient, les premières voitures complètement autonomes, c'est-à-dire des voitures. Il n'y a plus de volant, il n'y a plus de chauffeur. C'est ça. La voiture conduit toute seule. Il y a quand même quelques règles prévues, donc il faut quand même que quelqu'un soit capable à distance de reprendre le contrôle de la voiture pour les situations où, par exemple, la voiture va se retrouver engagée face à quelque chose qui devient de plus en plus rare. Les désengagements sont de plus en plus rares, mais dans la situation où le véhicule dit « voilà, je suis sur un bout de route que je ne reconnais pas, je ne sais pas ce que je dois faire », il faut que quelqu'un, à distance, puisse reprendre le contrôle de la voiture et la guider sur les 50 mètres où elle a besoin d'une assistance. Donc il y a quand même un cahier des charges qui fait que ça ne va pas être n'importe comment, mais c'est comparativement beaucoup plus rassurant, parce que ça veut dire que le logiciel va pouvoir dire voilà, je suis en situation, par exemple, face à une route que je ne connais pas, je m'arrête de façon sécurisée, je passe le contrôle à la personne qui me fait passer l'obstacle, et puis je reprends le contrôle en autonome, ce qui est a priori la solution la plus sécurisante. Donc c'est plutôt chouette, si on s'inquiète un peu de la sécurité des voitures autonomes, c'est plutôt chouette de voir que la législation évolue dans le bon sens. Rappelons qu'il n'y a quasiment aucun cas d'accident avéré provoqué par un véhicule autonome. Il y a eu un cas justement en marge du CES au début de l'année à Las Vegas, où un camion a embouti un véhicule autonome, une navette autonome de fabrication française d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. C'était le camion qui était en tort. C'était pas... soyons très clairs là-dessus. Donc voilà, c'est plutôt c'est une technologie plutôt prometteuse. À voir, évidemment, on n'aura pas ça devant chez nous demain, mais après-demain sans doute. C'est plutôt pas mal. Je sais pas si Bruno avait un truc. Non, ok. Bon, on termine tout doucement ce 158e épisode des Technos avec la lettre W comme oui mais non. Bruno, avec un truc qui t'a bien fait rire. Ça, j'ai bien senti que quand il a vu l'information passer, il a dit « Oh, ça, je prends. Ça, c'est pour moi parce que c'est son dada, les sacs à main. » Non, pas vraiment, non. Pourtant, il est question de sacs à main. Oui, tout à fait. Et des sacs à main de la marque Dolce & Gabbana, qui on se refusera. On prend tout de suite le meilleur. Hein. Donc la maison de mode italienne qui a fait un défilé à Milan ce dimanche, je pense, c'était ça. Et ils ont fait l'impasse sur des mannequins. Ouais. Ils ont pris des drones, tout simplement. Donc voilà, c'est marrant. Regardez ceux qui ont l'image, regardez un peu l'image qu'on va vous projeter. C'est vraiment des drones qui prennent les sacs à main comme ça et qui les montrent. Finalement, pourquoi pas, un jour les drones disparaîtront et les sacs à main eux-mêmes voleront tout seuls, et on n'aura plus besoin d'êtres humains du tout. Hein. Donc c'est pas mal. Moi, j'aurais préféré que ce soit des êtres humains, des jolies italiennes, ou alors des robots, parce qu'on fait déjà des belles madame robots aussi. Oui, pourquoi pas, effectivement. Mais là, c'est vraiment pour l'effet d'annonce. C'est rigolo. C'est quand même un petit peu ridicule, il faut bien le dire. Mais ils auraient pu faire un truc comme ça. Si le mannequin était gênant, ils auraient pu faire un truc avec des suspensions, enfin, tu vois, un truc un peu mécanique qui présentait les sacs. Là, je pense qu'ils ont réussi leur coup, faire parler de leur défilé. Même nous, on en parle. Alors qu'on ne parle jamais de mode. On ne parle jamais de sac à main, en tout cas. Soyons très clairs. Et je pense que c'est probablement l'une des dernières fois qu'on parlera sac à main, parce qu'on doit encore faire les chaussures, les bas, les chapeaux.
Et donc, on va pas non plus passer notre vie sur les sacs à main. Hein. Mais bon, moi, je trouvais que l'illustration est assez rigolote. Je sais pas, Benoît, ça te parle? Je suis sûr. Oui, c'est marrant, quoi. C'est rigolo. Et on fait tellement de choses maintenant avec les drones, hein, parce qu'on peut les programmer aussi pour faire, là, en l'occurrence. Les images qu'on avait vues là aux Jeux Olympiques, c'était extraordinaire. Hein. Je les ai pas vues, moi, mais il paraît que c'était très très beau. Oui. Je sais pas combien il y en avait. Il y en avait un paquet des drones, hein, qui. C'est une espèce d'essaim de drone comme ça qui formait avec des lampes qui formaient une image en 3D. C'était impressionnant. Oui, donc voilà, on peut. C'est plus beau qu'un feu d'artifice. Ou c'est complémentaire, on va dire. Mais on est un peu dans les mêmes tonalités, et ça permet de faire des choses qui sont différentes, mais où tu vas vraiment avoir une image qui se crée. Enfin, voilà, il faisait animer un personnage qui courait, etc. Ouais. C'était vraiment voilà, chouette. Encore des métiers qui évoluent. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce 158e épisode des Technos. N'hésitez pas à commenter cet épisode, soit sur notre site, lestechnos.be, soit sur notre chaîne YouTube. Évidemment, n'hésitez pas aussi à mettre les pouces, à vous abonner, si c'est pas encore le cas, à la chaîne YouTube ou à notre podcast, quelle que soit l'application que vous utilisez pour télécharger ce son ou cette image. Ça dépend comment vous nous consommez. Merci en tout cas au Toubi, c'est-à-dire à Bruno. Merci Bruno, à très bientôt. Merci à Benoît, à très bientôt également. À bientôt, au revoir.